La sobriété numérique, c'est pas juste une affaire de moins d'écran. C'est une façon de repenser nos pratiques, notre façon de travailler, de coder, de stocker et même de connecter. Dans cette capsule spéciale de Les Connecteurs, propulsée par Technocompétences, on vous propose d'explorer des pratiques techno plus durables sans ralentir l'innovation, bien au contraire. Combien de scandales ça clique d'or présentement dans, pas nécessairement uniquement et simplement au niveau de l'appareil public, mais partout dans les organisations parce que on conduit ce véhicule-là qui est le numérique comme on conduit nos propres voitures sans savoir réellement, finalement, ce qu'on a entre les mains. Ce qui manque ici, ce serait du leadership. Ce que ça prend actuellement, c'est des régulations, des normes, des lois. Le Québec, de par sa position d'hydroélectricité, on parle d'électrification des transports, etc. On a les moyens, je pense, d'avoir ce discours-là. Il faudrait un leadership qui parle de sobriété numérique et qui dirait qu'on est capable de le faire ici et de le montrer. C'est quoi pour toi la sobriété numérique? Ça mange quoi en hiver? On va démystifier un peu. Eh bien, écoute, je te dirais que à mes yeux, à moi, la sobriété numérique, ça va vraiment être de repenser notre façon à fabriquer, distribuer, à utiliser, réparer, recycler tout ce qui touche au numérique. La sobriété numérique, je crois que c'est l'art de réduire sa consommation informatique pour le bien de l'environnement. Ouais. C'est un peu de faire des choix qui nous permettent d'utiliser moins de ressources, mais d'être tout aussi efficace. Donc, je veux emprunter la phrase « En as-tu vraiment besoin? » Je pense que ça va pour le web aussi. Présentement, l'éléphant dans la pièce, notre dépendance, en fait, aux États-Unis, puis notre dépendance, en fait, aux solutions technologiques qui nous vient, en fait, des géants qui sont presque tous aux États-Unis. Qu'est-ce qui manque finalement pour qu'on prenne un peu le contrôle, qu'on soit producteur, transformateur? Pourquoi pas voir le contexte actuel comme une opportunité d'un projet collectif? C'est un peu ce qui manque, en fait, au Québec, se poser les bonnes questions. Pour moi, la sobriété numérique, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, un peu comme quand quelqu'un veut devenir sobre au niveau de l'alcool ou de la cigarette ou de la drogue, c'est se reposer les bonnes questions de finalement pourquoi on fait ça. Pourquoi on consomme du numérique? C'est quoi aussi l'impact que la technologie a dans ma santé mentale? Je suis capable de fermer mon ordinateur quand je suis en vacances puis penser peut-être à autre chose. Aujourd'hui, petite information, créer une photo, une image sur ChatGPT, c'est littéralement charger son cellulaire de 0 à 100%. OK. Le poids environnemental, il est là. Chaque individu ici dans la salle a déjà certainement dû utiliser l'intelligence artificielle pour ses propres besoins, aussi pour le travail. Est-ce que l'IA peut être alliée de la sobriété numérique? Je pense qu'il y a les deux côtés de la chose. C'est sûr que c'est l'avancement de la science. Fait que d'un côté, oui, mais de l'autre, par contre, après ça, utiliser les grands modèles d'IA générative pour des requêtes. Je prends l'exemple typique là, changement climatique, réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On va faire un grand modèle de langue qui va nous faire des recommandations. Mais les gens sont pas conscients de la consommation énergétique à chaque fois qu'on fait une requête. On peut essayer de donner l'exemple le plus facilement possible, le plus doucement possible. Oui. Puis je crois plus à montrer l'exemple, puis avoir les meilleures pratiques que de shamer des gens puis de dire que toi, t'as fait un starter pack. Non, c'est ça. Comme ça m'est arrivé. Non, peux-tu l'afficher à l'écran, ton starter pack? On va le montrer. Je vais montrer mon starter pack final, puis le statut que j'ai fait juste après, qui était comme, on peut-tu calmer les nerfs? Ben, c'est ça. Moi, je suis comme, la garde des starter packs, pour vrai, je l'avais pas vu venir. D'ajouter de l'efficacité puis de la productivité, c'est peut-être une chimère aussi parce que en réalité, quand on rajoute de l'IA dans des centres d'appel en tant que tel ou comme service à la clientèle, bien, l'IA est capable de traiter des cas qui sont dits faciles et donc il laisse les cas beaucoup plus complexes à un humain derrière. Moi, j'aime beaucoup penser à l'IA comme un outil.
puis de continuer de le voir comme un outil. Si je prends mon blender à la maison, puis que je veux faire une soupe froide dedans, c'est le bon outil que j'utilise. Si je prends mon blender pour couper du fromage, on est un peu à la limite. Je pense qu'il faut garder un regard critique. Il faut l'utiliser quand on en a besoin. Mais on parle très, très peu dans toutes ces dimensions-là de l'organisation, du collectif, de faire les choses autrement en fonction de l'organisation en tant que telle. Je le vois, les entreprises que j'accompagne, les organisations que j'accompagne, c'est peut-être les 1%, les 0,5%, les 2% des entreprises, organisations qui sont les plus allumées, qui se disent, ben oui, le numérique a un impact sur l'environnement, il faut qu'on se bouge, par où on commence, on veut de la formation, on veut des ateliers, etc., etc., ce qui est très bien. Mais on reste sur une échelle où ce sont les entreprises ou les organisations les plus allumées, les plus privilégiées qui prennent action. Mais quid des 99%? Et si on veut toucher à 99%, il ne faut pas juste monter le plafond, mais lever le plancher. Et pour lever le plancher, ben, ça prend des régulations, ça prend des normes, et le gouvernement a un rôle à jouer. Au Québec, actuellement, ce que je constate comme président de la Commission des partenaires du marché du travail, l'enjeu de littératie numérique est un enjeu au centre de mes préoccupations parce que tout relève de ça. L'intelligence artificielle, enjeu de productivité, donc renouvellement des pratiques développantes dans les entreprises, mais aussi la main-d'œuvre au Québec. On a un problème fort important. À peine 50% des Québécoises et des Québécois sont capables de lire un document et de l'analyser. Oui, tu sais, comme fais le ménage de tes courriels. Oui, tu sais, comme si tu peux downloader quelque chose à la place de le prendre sur le Wi-Fi, tu sais, comme il y a des calculs à faire. Moi, je dois avoir 3 iPhones chez moi dans un tiroir qui sont littéralement plus utilisables, pas utilisés, mais on les garde, je sais pas forcément quoi en faire. C'est ça. Il y a les centres de tri et autres où on peut aller rapporter ces appareils électroniques et ils vont être séparés des autres. Fait que il y a des choses possibles. C'est des très bons conseils qui, heureusement, s'appliquent à tout le monde. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde peut suivre ça. Puis, dans un contexte professionnel, là, que ce soit à technocompétences, mais avec ton équipe, là, c'est quoi que vous faites? Est-ce qu'il y a des pratiques que vous renforcez en sobriété numérique? En sobriété numérique, on essaie de renforcer les pratiques en diminuant le nombre d'outils. Fait que moi, je suis très fan de s'il y a quelque chose qui peut faire plusieurs choses. Ouais. Utilisons-le. Centraliser un peu. Exactement. Fait que notre CRM, par exemple, prend nos informations sur les médias sociaux qui sont connectés. Oui. Ben, en fait, il y a plusieurs incitatifs, autant qui permettent de réduire les coûts opérationnels de l'entreprise que d'augmenter ses revenus. En termes de faire baisser les coûts, si on stocke des données qui datent d'il y a 15 ans, il y a de très grandes chances que ça n'a aucune valeur pour le business, aucune valeur pour les utilisateurs finaux. Et par contre, ça va coûter en facture en info nuagique dans le cloud. Et donc, en fait, typiquement, il faut adopter des mesures d'hygiène numérique pour un peu faire du nettoyage et faire en sorte que du coup, on puisse réduire ces factures d'info nuagique et aussi en faisant un peu du nettoyage dans l'obésiciel ou l'infobésiciel, on va permettre d'avoir des services et des applications numériques qui vont être plus simples à coder, plus simples à gérer. On a d'autres enjeux éthiques aussi. Ouais. On voit DeepSeek qui a été présenté comme une version de ChatGPT, mais qui est chinoise, qui consomme moins d'énergie, etc. Mais on parle pas des travailleurs qui ont travaillé dessus sans être vraiment payés. C'est ça. Comment on fait des choix? Comment on arrive à démêler tout ça, là, finalement? Ben, en fait, c'est sûr que la dimension individualiste fait partie de nos vies depuis des décennies. Donc, c'est une dimension qui est culturelle. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique, à part pour ceux qui sont dans du hardware, ça reste, je vais sur une page web, j'utilise le logiciel, je fais ce que je veux avec le logiciel ou ce que j'ai besoin de faire. Donc, ça reste très individualiste. Donc, on pense toujours à l'individu avant le collectif, mais en pensant à l'être humain qui est en chacun de nous, on pense nécessairement au collectif. On sent qu'il y a une philosophe là, derrière tout ça. Grand merci, Joëlle. Merci d'avoir nourri les réflexions comme ça, la réflexion avec des invités vraiment très intéressants aujourd'hui. Puis on va suivre ça de près à Les Connecteurs. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Ma prochaine étape comme individu pour entamer ma sobriété numérique, c'est Suivre une fresque du numérique qui explique la problématique et des solutions potentielles en tant qu'individu, pas en tant que professionnel. Couper mon temps d'écran. Réparer mes vieux appareils.
à la maison parce qu'ils sont nombreux.